Bonsoir à toutes et à tous. Les appels se multiplient ce soir pour se préparer à un deuxième choc épidémique. Le professeur Juvin demande 10 000 respirateurs supplémentaires. Il est ce soir notre invité. On parlera aussi de la série de mesures qui sont annoncées demain. Nous revenons sur la mission de police du ciel, c'est cette explosion, cette énorme détonation qu'on a entendue à Paris, et c'est la question de toute la chaîne de commandement en pareil cas. Nous recevons le colonel Stéphane Speth et l'amiral Koldéfi expliquera comment, en cas extrême, c'est le Premier ministre qui décide d'abattre un avion détourné ou un appareil menaçant. Nous parlerons bien-être animal, c'est la fin des animaux sauvages dans les cirques, les polémiques sur la chasse et un possible référendum. À ce sujet, nous recevons Franz-Olivier Gisbert, grand ami historique des animaux. Et puis nous revivrons le débat chaotique Trump-Biden. On entendra la journaliste Laurence Haïm et l'écrivain Marc Lévy qui partagent la même passion des États-Unis. Nous sommes à J-1 des annonces d'Olivier Véran, très attendues, peut-être de nouvelles contraintes, de nouvelles décisions, notamment sur les régions en France face au Covid. Et déjà, des voix s'élèvent pour demander une action plus offensive. Regardez les chiffres du jour qui sonnent l'alarme. Tout d'abord, les nouveaux cas, ils se montent à 12 845 en 24 heures. Nouveaux décès en 24 heures, 64. Et puis ces autres données qui, elles aussi, marquent une inquiétude. Le nombre de personnes infectées a dépassé le seuil de 250 pour 100 000 habitants à Paris. C'est un seuil important, on va comprendre pourquoi. Progression aussi dans la proportion de lits de réanimation bloqués par le Covid en France. Vous le voyez ici à droite, on atteint maintenant plus de 32% de ces lits au stade tellement crucial des soins intensifs. Philippe Juvin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur chef du service des urgences de l'hôpital Pompidou, mais aussi maire LR de la Garenne-Colombes. Dans ces chiffres-là, qu'est-ce qui vous paraît le plus significatif ? Très clairement, l'occupation des lits d'hospitalisation et de réanimation. Parce qu'au fond, qu'on ait des malades, plus on va tester, plus on va avoir des malades. Le vrai sujet, c'est est-ce que nous sommes capables de les soigner ? Et donc, si vous n'avez plus de lits de réanimation, ou pas assez, vous devez à un moment faire un choix, continuer ou pas à soigner les autres malades qui n'ont pas le Covid, qui sont quand même là. Ce que nous avions décidé de faire au mois de mars, souvenez-vous, c'était de ne plus les soigner en majorité. Mais là, nous ne pourrons pas arriver à une telle extrémité. Et quand vous avez 32% des lits de réanimation de France, d'Île-de-France, occupés par les patients Covid, ça signifie que encore 20%, on sera à la moitié. Et à la moitié, on ne peut pas aller beaucoup plus loin parce qu'on a besoin de ces lits pour d'autres patients. Est-ce que vous voyez là le scénario de ce qui s'est passé en mars, en février, en mars ? Bien sûr, en mars. Pourquoi nous avons confiné ? Nous avons confiné parce que le système de santé était submergé. Qu'est-ce qui se passe ? La même chose, c'est que le système de santé risque de ne pas pouvoir accueillir tous les patients hospitalisés et réanimation. Donc, tous ces indicateurs sont intéressants, mais celui qui est clé, c'est la capacité de pouvoir hospitaliser, y compris et particulièrement en réanimation. On entend une gradation dans tout ce que vous dites. Vous êtes le premier invité à venir en plateau en disant « je mets le masque », pas seulement pour l'exemple ou parce que ça se fait, en me disant « je viens d'un milieu où le virus commence à circuler tellement, je vous protège ». Je vous avoue que j'ai eu un léger mouvement de recul. On en est là. Oui, c'est vrai. Moi, je vis à l'hôpital dans un monde où il y a beaucoup de virus qui circulent et probablement dans l'atmosphère. Donc je ne vais pas prendre le risque, parce que vous m'invitez d'une manière très sympathique, à venir éventuellement, moi, porteur le virus, vous le passez. C'est pour ça que je mets un masque. Est-ce que vous vous êtes testé vous-même ? Alors vous savez, nous avons été dans une telle situation de difficulté durant le confinement et même après. Nous sommes peu nombreux à l'hôpital. Qu'à quelques-uns, nous avions décidé de ne pas nous tester parce que si nous étions testés, nous ne pouvions pas travailler et ça posait un problème. Donc, nous nous protégeons de manière extrême vis-à-vis des patients pour ne pas les mettre en danger. Honneur au courage des médecins de toutes les professions soignantes, il faut le dire. Plusieurs d'entre eux avaient de la peine à l'exprimer parce que dans cette pesée d'intérêt, ils ont préféré en effet éviter le test en se disant dans la pesée, on est si nécessaire qu'il faut rester au front. Absolument. C'est un sujet, vous savez, le problème du système de santé français, c'est qu'il est à l'os. Il est à l'os en matière de structure, 5 000 lits de réanimation au mois de mars, toujours 5 000 lits de réanimation cette fois-ci. Et puis, il est aussi à l'os en matière de personnel. Vous savez qu'en France, il y a moins de médecins aujourd'hui qu'il y en avait il y a 10 ans, alors que la population est plus importante et plus vieille et plus malade. Philippe Juvin, on vous entend, il y a un changement de ton qui est extrêmement frappant, mais qui rappelle aussi, c'est ce que vous disiez, mars précédent. Il faut rappeler ce cri du cœur que vous aviez, c'était au journal, aux 20h de TF1, au mois de mars précisément. On va l'écouter. Nous sommes dans le pays
où il y a les plus grands services hospitaliers. Nous faisons des choses extraordinaires. À Pompidou, il y a le cœur artificiel et nous n'avons pas de masque. Je disais il y a 2 jours que c'était une économie de santé de pays sous-développés, mais je pense que je n'ai pas tort. Vous avez rappelé qu'il y a 10 ans, il y avait 1 milliard de masques disponibles. Il n'y en a quasiment plus. C'est une situation folle. Des médecins, des infirmières à l'hôpital, en ville, dans les EHPAD, n'ont pas de masque. Professeur Juvin, la gravité alors, elle rejoint la gravité de maintenant? Elle est un peu différente. En fait, le pic monte actuellement, mais beaucoup moins vite qu'au mois de mars. Ça, c'est un élément positif. En revanche, l'élément négatif, et il faut bien le comprendre, c'est que nous avions 5000 lits de réanimation en mars, nous en avons toujours 5000. Mais c'est moins bien. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, notre taux de saturation est plus bas, puisque nous voulons continuer à soigner tout le monde. Donc en fait, on a moins de lits disponibles. C'est pour ça que je dis qu'il faut en ouvrir. C'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on achète du matériel, qu'on crée éventuellement des hôpitaux éphémères, comme ça a été fait ailleurs. Évidemment, se posera la question fondamentale pour ouvrir des lits de réanimation du personnel. On ne va pas créer des réanimateurs en 15 jours. Donc je pense que la seule solution aujourd'hui, compte tenu du fait que rien n'a été fait depuis 6 mois dans ce domaine, c'est que demain, le ministre de la Santé va à Bruxelles, il voit les 26 autres ministre de la Santé, et il leur dit, voilà, mettons en commun nos moyens humains, nos réanimateurs et nos infirmières. Ça, je vais vous dire, je ne comprends pas pourquoi depuis le mois de mars, on n'a pas au moins créé cette condition de travailler ensemble. Nous sommes vraiment en difficulté. Vous avez articulé ce chiffre très frappant de 10 000 respirateurs que vous souhaitiez. C'est vraiment très important. Ça veut dire qu'il y a un manque de cet ordre-là. Alors écoutez, le président de la République avait annoncé l'achat de 10 000 respirateurs. Et en réalité, la Direction générale de l'offre de soins l'a avoué devant l'Assemblée nationale, la commission d'enquête. Ce n'est pas 10 000 respirateurs de réanimation qui ont été achetés. C'est 10 000 respirateurs, dont seulement 1 600 qui sont bons pour la réanimation. Les autres, ce sont des respirateurs de transport. Donc, au moment du Covid en mars, on a ouvert jusqu'à 12 000 lits de réanimation. 12 000. On a pris nos 5 000 et puis on a mis des patients de réanimation un peu partout, au détriment des autres, vous avez compris. Eh bien, il ne faut pas que ça arrive, ça, de nouveau. Et donc, il faut qu'on puisse en ouvrir quasiment 10 000 de plus. Et pour ça, il nous faut du personnel. Et le personnel, il n'existe pas. Il faut aller le chercher en Europe. Professeur Juvin, avant d'en arriver à ce stade dramatique, qu'est-ce qu'on veut faire en amont, plus en amont? Quelles mesures drastiques on peut mener? Selon vous, le plus urgent, qu'est-ce que c'est? Alors d'abord, moi j'espère qu'on ne va pas en arriver là. Hein. Ouais. Je suis en train de vous expliquer le pire. Mais justement, quand on gouverne, il faut éviter le pire. Il y a plusieurs choses. D'abord, je pense que la politique de test est un vrai sujet. Aujourd'hui, se faire tester, c'est très compliqué. Il faut qu'on fluidifie tout ça. Deuxièmement, accélérer, simplifier. Accélérer, donner la priorité aux malades. Ouais. Il y a des gens qui vont se faire tester 3 fois par semaine parce qu'ils sont inquiets. Ça, c'est plus nécessaire. C'est pas possible. Deuxième sujet, c'est l'isolement. Parce qu'on teste. On vous teste positif, on vous renvoie chez vous. Mais chez vous, vous avez beau faire tous les efforts, vous allez infecter votre femme, vos enfants, votre père, votre grand-mère. Et en plus, c'est très peu contrôlé, à vrai dire. Mais ça ne peut pas être contrôlé à domicile. Donc on vous dit, isolez-vous chez vous. Au mois de mars, il y avait une promesse, je ne sais plus par qui, de dire nous allons ouvrir des hôtels qu'on va réquisitionner, dans lesquels on verra les gens pendant 7 jours s'isoler. Pourquoi on ne l'a pas fait? Pourquoi on ne le fait pas? Est-ce que les gens, ils sont prêts? Mais d'abord, ils n'ont pas le choix. Ouais. Aujourd'hui, quand on dit aux gens, allez vous isoler, ils vont chez eux. Moi, je pense que c'est la deuxième chose à faire. Puis il y a une troisième chose qu'il faut faire très vite, en plus de la décision européenne que vous avez compris, qui est fondamentale, c'est qu'il faut qu'on rende obligatoire le vaccin contre la grippe pour le personnel de santé. Pourquoi? Parce que le pire qui pourrait nous arriver, c'est la conjonction de l'épidémie de grippe et de l'épidémie de Covid. Professeur, vous mettez le doigt sur un point central qui est la population. Qui est prêt à faire quoi? Quelles contraintes? Ouvrons ce chapitre-là. Et pour ça, écoutons quelques questions des Françaises et des Français, parce que beaucoup se disent pourquoi le métro ou le restaurant ou l'un ou pas l'autre? Et ensuite, vous réagirez. 8h30 ce matin, nous prenons le TER, Templeuve-Lille. Dans la rame, il y a beaucoup de monde, pas assez de places assises. Yannick vit cette situation tous les jours et se demande pourquoi les salles de sport sont fermées quand on peut s'entasser dans un train. Totalement incompréhensible. Dans les salles de sport, il y a quand même des protocoles qui sont mis en place et tout. Et là, on ferme tout à chaque fois. Et d'un autre côté, la SNCF et les transports en commun en général, rien n'est vraiment mis en place pour qu'on puisse respecter ces distances sociales. Mais le plus frappant se passe à la nuit tombée. Hier soir, nous sommes allés dans ce bar de Lille. Ici, on sert des boissons, bien sûr, mais aussi de la petite restauration, comme des planches, fromage ou charcuterie. On peut même manger des frites. Mais à 22h, il faut fermer. Et c'est vrai qu'on s'est posé la question de savoir à quelle heure ça fermait, parce qu'on est en train de manger, on est à table avec
de la nourriture. Je trouve qu'il y a quand même, il faudrait mettre un petit peu tout le monde dans le même panier pour une fois. Enfin, en tout cas, les gens qui respectent les règles du jeu. Professeur Juvin, beaucoup de questions, d'incompréhension. Qu'est-ce que vous leur répondez? Beaucoup de questions. D'abord, je pense que le vrai sujet, c'est la confiance. Ouais. On a manqué de masques, de tests, etc. Mais cette crise, ça a été une crise de la confiance. C'est la variabilité de la décision politique crée l'inconfiance. Les gens se disent, que se passe-t-il? Et pardon, sur ce point, vous avez parlé des lits de réanimation. Oui. Vous nous avez dit cette chose énorme, qu'en réalité, on n'est pas si bien préparé par rapport aux promesses initiales. Qu'est-ce qu'il en est des masques? Est-ce que là, on est absolument paré? Moi, je n'ai pas les chiffres, je suis chef de service. D'après ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a plus de masques de disponibles. Je veux bien le croire. Et d'ailleurs, à l'hôpital, nous n'avons pas de problème que nous avions au mois de mars de protection individuelle. Nous avons des protections. Mais regardez l'affaire des transports. Les gens ne peuvent pas faire autrement. Il faut qu'ils aillent travailler. Ouais. Je vous disais que le système hospitalier était à l'os. En fait, on n'a pas de marge de manœuvre. C'est ça, vous avez bien compris. C'est ça le sujet, à la différence de l'Allemagne, qui a beaucoup de marge de manœuvre. Mais les transports publics, c'est pareil. C'est facile de dire aux gens, mais desserrez-vous, etc. Il faut bien qu'ils aillent travailler. C'est impossible, en réalité, dans le métro. Oui, mais alors dans ces cas-là, que fait-on? Pourquoi on ne multiplie pas les rames, etc. En fait, je crois que la France est arrivée à un système où tout est miniaturisé, minimaliste. En fait, nous n'avons pas les moyens sur tout, et donc on fait avec ce qu'on peut. Si vraiment on en est à ce degré de gravité, est-ce que ça veut dire qu'on a mal géré, qu'on a raté le déconfinement? Écoutez, d'abord, moi je crois qu'on a raté le déconfinement parce qu'on se retrouve au mois d'octobre dans une situation d'une certaine manière pire qu'au mois de mars, puisque vous avez bien compris que on n'a pas plus de lits de réanimation. En réalité, on en a moins pour le Covid. Ouais. Bon. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a mal fait? Je pense que il avait été dit qu'on ouvrirait des hôtels à réquisitionner. On ne l'a pas fait. En fait, depuis le mois de mars, le virus court et nous courons derrière, mais moins vite. Nous sommes toujours en retard d'une décision. C'est ça le sujet. Et d'ailleurs, ça impacte d'ailleurs la confiance des Français. Pourquoi les gens râlent-ils? Regardez, quand il y a eu l'affaire des masques, à l'époque, il nous en a manqué. Moi, je suis persuadé d'une chose. Le gouvernement, à l'époque, aurait dit, écoutez, nous ne sommes pas prêts, nous n'avons pas de masques. On va les réserver aux soignants. Les gens auraient compris. Ils auraient râlé, mais ils auraient compris. La question de la confiance et de la vérité, elle est fondamentale dans une grande épreuve. Est-ce que ça veut dire, selon vous, qu'il faut maintenant reconfiner plus vite, justement pour ne pas courir après les mesures? Écoutez, moi, il me semble qu'un reconfinement comme il a été au mois de mars, ce n'est pas possible. Le corps social ne l'accepterait plus. J'ai vu le préfet, je suis également maire de la Garenne-Colombes dans les Hauts-de-Seine, j'ai vu le préfet des Hauts-de-Seine tout à l'heure. Je lui ai dit de grâce, ne fermez pas les marchés, ne fermez pas les stades, ne fermez pas les jardins publics, parce que les gens ont besoin de vivre. En fait, vous savez, les choses sont malheureusement assez simples. Nous aurions suffisamment de masques, nous aurions des tests faciles, nous pourrions isoler les gens dans des hôtels, et nous aurions beaucoup de lits de réanimation, comme en Allemagne, toutes ces questions ne se poseraient pas. Oui, et ça veut dire qu'en réalité, dès qu'il y a des malades, dès qu'il y a des symptômes, il faudrait agir beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Ça, c'est votre thèse. Il faudrait les isoler réellement dans des hôtels. Demain, Olivier Véran parlera. On verra dans quelle mesure il suit vos avis. Par exemple, est-ce que les reconfinements par région, par quartier, ça se fait dans d'autres pays d'Europe? Est-ce que ça, c'est la solution? Alors, ce qui est certain, c'est qu'au mois de mars, on a confiné tout le monde pareillement dans des régions où il n'y avait pas de virus. Et les régions où il y avait des virus, ça, il ne faut pas refaire ça. Donc, s'il y a des reconfinements nécessaires, de grâce qu'ils soient localisés, de grâce qu'ils soient intelligents. Encore une fois, ne fermons pas les marchés aux comestibles. Ne fermons pas les parcs, ne fermons pas les jardins, ne fermons pas les stades, parce qu'on a aussi besoin de vivre. On voit bien qu'il y a une dimension personnelle. Chacun se fait ou ne se fait pas tester, respecte ou ne respecte pas les isolements. On sait très bien que beaucoup de gens s'arrangent un petit peu. Quel conseil précis vous donnez aux gens? En quoi, d'après vous, il faudrait changer nos habitudes maintenant? La question du masque est fondamentale. Le masque a un avantage, c'est que il vous permet d'éviter d'infecter l'autre, c'est pour ça que je le porte ce soir. Il vous permet aussi à vous, si vous êtes infecté, de faire une forme moins grave. Il y a une expérience qui a été faite involontairement dans un bateau en Argentine où il y avait une épidémie. Tout le monde a mis le masque. Et en fait, le taux d'asymptomatique, c'est-à-dire de patients qui n'avaient pas de symptômes, c'était 80%, là où habituellement c'est 40%. Ça signifie que grâce au masque, on peut baisser la gravité de la maladie tout en permettant à la population de s'immuniser. Expliquez-nous bien ça, parce que ça c'est extrêmement spectaculaire si ça se vérifie. Ça veut dire qu'on reçoit plus ou moins de virus et que ça change le résultat. Ce qui est manifestement clair, c'est que l'inoculum du virus, c'est-à-dire la quantité de virus que j'aspire dans mes voies aériennes et qui m'infecte,
eh bien, la quantité de cet inoculum est fondamentale sur la gravité. Plus l'inoculum va être bas, moins je vais faire une forme grave. Et donc, moins je vais venir encombrer le système de santé. Et moi, accessoirement, je serai en danger moi-même. Donc, le masque, c'est une manière de variolisation, une sorte de vaccination cachée, vous voyez ? On va vers des mesures contraignantes et on comprend bien lorsque vous dites qu'il y a une part d'autorité, de force, mettre des amendes ou non. Des autorités notamment régionales, locales, des maires, Marseille, qui ont dit on ne va pas mettre des amendes dans certains cas. Est-ce que selon vous, c'est un problème ? Je pense qu'il y a un sujet d'autorité aussi global, c'est-à-dire que l'État, quand il prend des décisions contraignantes, il doit les prendre en discutant avec les uns et les autres. C'est vrai, je ne sais plus qui, à Marseille, a expliqué qu'il avait eu un coup de fil du ministre de la Santé 30 minutes avant le confinement. Ça, ce n'est plus acceptable. Vous ne pouvez pas conduire un pays au combat, puisque le président de la République avait parlé de guerre à une époque, si vous n'avez pas la confiance des gens. L'autorité brute, ça ne marche pas. Restons à ces questions avec Samira El Gadir de la rubrique Les Vérificateurs. On parle justement de ça. Comment contrôler, comment imposer ou non les mesures. Et sur les réseaux notamment, évidemment, c'est un débat majeur de ces dernières heures. Les contrôles qui s'effectuent, y compris par des drones. On a beaucoup vu circuler ça. Est-ce que c'est vrai, Samira El Gadir ? Alors d'abord, je vous propose juste de regarder et d'écouter cette vidéo. Elle a été publiée sur Twitter. La scène se passe sur le Vieux-Port à Marseille. Ça vaut le coup d'œil. Donc cette vidéo, elle a été publiée ce week-end, vue 122 000 fois depuis, avec cette légende de l'auteur que vous allez voir. Terminé la science-fiction, bienvenue chez les tarés psychotiques. Et il n'y a pas que l'auteur que ça énerve. Cette vidéo, des centaines d'internautes crient au scandale. Ils dénoncent une dérive qui viole nos libertés individuelles. Alors on a d'abord voulu vérifier si cette vidéo est authentique. Et c'est le cas. Il n'y a pas de trucage, ni pour le son, ni pour l'image. Avec notre service de vérification, on a même retrouvé la première diffusion de cette image. Elle ressort maintenant, mais en réalité, le contrôle, il a eu lieu le 26 août. La préfecture des Bouches-du-Rhône qu'on a contactée nous l'a confirmé en précisant que le drone a été sorti 3 fois dans le cadre d'une expérimentation. C'est pas la première fois, Darius, qu'on voit des drones, que la police utilise des drones pour contrôler le respect des mesures sanitaires dont vous parliez tout à l'heure. On se souvient tous de ces images prises à Paris, Nice, à Cannes pendant le confinement. Ça fait sourire le professeur Jean, même avec les yeux, même le masque, on voit quand on sourit. Les tarés psychotiques, ça vous a fait sourire, pourquoi ? Ce que je veux dire par là, en fait, c'est un sujet beaucoup plus profond que ça, parce que les libertés individuelles, c'est fondamental dans un pays. Les gens peuvent accepter que celles-ci puissent être limitées à condition qu'ils aient confiance. Je vous ai expliqué ce que j'en pensais. Et par ailleurs, le problème, c'est que la seule stratégie nationale, ça ne peut pas être que le flicage de la population, vous comprenez ? Oui, mais là, est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est bien les drones comme ça ? Alors, ça serait bien à condition que ça ne soit pas la seule stratégie nationale. Or, la seule stratégie nationale semble reposer sur les Français, la distanciation. Et moi, j'attends d'une stratégie nationale qu'elle embrasse la question du test, de l'isolement, des lits de réanimation. Ça provoque beaucoup de réactions, psychotiques, tarés ou pas, chacun jugera, mais est-ce que c'est légal simplement ? Voilà, on s'est posé aussi cette question, tout dépend de ce qu'en fait la police tout simplement. Le 18 mai, il y a une décision du Conseil d'État qui interdit à la préfecture de Paris toute captation d'images par les drones de la police. Elle reprend une loi de 1978 qui protégeait déjà notre image et nos libertés individuelles. Le Conseil d'État précise que ces drones sont dotés d'un zoom optique et qui peuvent nous identifier nos visages. De son côté, donc, on a contacté la préfecture des Bouches-du-Rhône pour savoir ce qu'elle en faisait et elle n'a pas fait de captation d'images, en tout cas c'est ce qu'elle dit. Elle précise que c'était juste un moyen d'informer les citoyens, de leur rappeler que le masque est obligatoire. Vous l'avez entendu dans la vidéo. Les drones sont utilisés selon la préfecture comme des haut-parleurs. D'ailleurs, les associations de protection des données personnelles ne comptent pas porter plainte dans ce cas-là. Samira El Gadir, on a vu l'isolement, c'est pas toujours vraiment contrôlé. Les amendes ne sont pas toujours imposées. Qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus sur les contrôles ? On a quelques chiffres. Les seuls chiffres que j'ai pu récupérer sont ceux du ministre de l'Intérieur. Pendant le confinement, on sait que 21 millions de contrôles ont été réalisés, 1,3 million de verbalisations dénombrées. Depuis le confinement, près de 45 000 personnes ont été verbalisées pour non-respect des gestes barrières. Merci Samira. Chacun peut vous envoyer ses propositions de sujets, de thèmes que vous traitez soir après soir. C'est ça, d'informations à vérifier. Si vous avez des informations à vérifier, c'est lesvérificateurs@tf1.fr. Merci Samira El Gadir. Conclusion avec vous. Philippe Juvin, on est conscient que vous êtes aussi un homme politique.
des Républicains. Est-ce que ça a pris pour vous une dimension politique? Vous avez mis en cause le gouvernement. Est-ce qu'il y a là un thème opposition contre gouvernement? Écoutez, moi je suis un homme libre et depuis le début, j'ai parlé pour informer la population. Ah. Et quand le gouvernement a fait des choses bien, et moi j'ai beaucoup d'admiration pour Olivier Véran, qui a pris les affaires en marche dans une situation extrêmement compliquée. Quand le gouvernement a dit des choses bien et fait des choses bien, je l'ai dit, donc je suis un homme libre. Le Covid est tellement envahissant dans nos vies. Vous avez caressé l'idée vous-même d'être candidat aux primaires de la droite. Oui. Cette idée, elle est encore dans votre tête? L'idée, c'est que je participerai évidemment au débat. Ouais. La droite, on l'a vu, existe encore, les sénatoriales, les municipales que nous avons gagnées. Nous sommes une force importante en France et il faut que nous participions au débat des idées. Vous serez donc candidat, peut-être? En tout cas, je participerai au débat d'idées. Ça veut dire quoi, peut-être? Peut-être. Merci beaucoup, professeur Juvin, d'avoir été avec nous dans cette première partie d'émission. Un autre événement du jour est la mission de la police aérienne qui a beaucoup marqué cette journée menée en plein ciel de Paris. Elle relance beaucoup de questions sur la sécurité aérienne d'une ville menacée par le terrorisme. Mais d'abord, cette détonation entendue par des millions de personnes autour de midi. C'était le Rafale de l'armée de l'air française en mission qui passait le mur du son. Surprise ressentie notamment en plein tournoi à Roland-Garros. Revoyons cette petite séquence. Voilà, on a vu la réaction plus ou moins de flegme selon les joueurs. Et pour comprendre ce qui s'est passé, mais aussi ce que ça implique en matière de sécurité aérienne, de prévention du terrorisme, Paris, ville menacée. Colonel Spey, vous êtes porte-parole de l'armée de l'air et de l'espace. Et puis, Amiral Coldefi, vous êtes un des patrons historiques de l'armée. Vous étiez numéro 2 de l'armée. Le regard sur ce qui se passe maintenant, le regard historique. D'abord, Colonel Spey, une mission comme cela, on n'exagère pas, c'est réellement... Franchir le mur du son au-dessus de Paris, c'est rarissime. Oui, c'est rarissime. L'an dernier, dans le cadre de cette mission opérationnelle, nous avons passé le mur du son 3 fois sur tout le territoire français. Ouais. Alors, on peut le passer aussi en entraînement, mais pour une interception réelle, comme c'était le cas aujourd'hui, 3 fois. Colonel, qu'est-ce qui a cette fois-ci donné l'alerte? Alors, ce qui s'est passé ce matin, nous avons un avion Falcon 50, de type Falcon civil, qui faisait un vol classique comme l'aviation civile, un avion de ligne classique, si je puis dire, était globalement dans l'ouest de la France, en situation de perte de communication radio. Le contrôle aérien au sol n'avait plus d'informations de cet avion. Donc, a rendu compte au commandement de la défense aérienne des opérations aériennes, qui assure la sécurité de notre ciel, ce qu'on appelle la police du ciel plus communément. Donc, décision a été prise de donner ordre à un Rafale de Saint-Dizier de décoller pour aller l'intercepter, pour comprendre ce qui se passait. On voit l'avion ici, hein, c'est un avion de ce type-là. Alors ça, c'était le deuxième avion, en fait. Ouais. Donc, une fois notre Rafale décollé, on apprend que finalement, ce premier avion a rétabli le contact radio, la problématique est réglée. Mais quelques instants plus tard, un deuxième avion, cette fois, qui lui devait faire un vol de Brive vers Saint-Brieuc, un ERJ 145, celui que vous avez pu voir tout à l'heure, lui était dans la même situation. Donc là, vous imaginez que la proximité de Paris nous impose aussi à réagir très rapidement. Donc pour pouvoir intercepter un avion qui se trouve globalement à Nantes et qui va vers la Bretagne, alors que vous avez un Rafale qui est au sud-est de Paris, il n'y a pas le choix. Il faut passer rapidement supersonique. Alors on est passé supersonique à plus de 10 km d'altitude. Passer supersonique, ça fait quoi? Ça fait beaucoup de bruit. Ça fait du bruit. Ça fait du bruit. C'est un petit. Imaginez en fait un bateau qui est en train de draguer un chaland derrière, où vous avez dans le filet du bruit. Donc là, on est en vol linéaire, ce qui évite d'avoir une concentration du bruit vers le bas. Mais malgré ça, on a fait un peu de bruit là-dessus et on en est vraiment désolé. Mais il y avait vraiment un impératif opérationnel. Expliquez-nous bien le facteur temps, pardon, parce qu'évidemment, on comprend à quel point c'est décisif. Donc, entre le moment où un avion ne donne plus signe et puis le moment où vous envoyez un Rafale, il se passe combien de temps? C'est de l'ordre de quelques minutes, vraiment très très peu de temps, parce qu'il faut réagir très vite. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir cet avion qui est en perdition, un problème d'équipage, un problème d'oxygène, et là il faut réellement réagir très rapidement, déjà pour comprendre ce qui se passe. Donc une fois qu'on l'a détecté, on doit identifier la problématique pour éventuellement intervenir. L'avion passe supersonique au sud-est de Paris, ça va durer à peu près 4 minutes, il est déjà au sud-ouest de Paris, lorsque la situation est rétablie, il a réduit la vitesse, il revient en subsonique, et là il va pouvoir se poser ensuite sur Évreux. Avion... Pardon, je vous coupe, mais pour comprendre bien, de la base de Saint-Dizier à l'interception, il se passe combien de temps là?
En fait, techniquement, il n'est pas allé jusqu'à l'interception. Elle n'a pas été effective, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas retrouvé à vue de pilote, quoi, si vous voulez dire. On a pu l'interrompre avant parce que le contact a été rétabli avec le contrôle aérien. Mais pour nous, en fait, on est à 1240 km/h, quoi. Donc imaginez à quelle vitesse on se déplace. La France est tout petit à cette vitesse et il le faut parce que s'il faut réagir très vite, parce que si cet avion était en perdition, comme ça a été le cas hier, on a un avion qui était en perdition dans le nord-est de la France, on est allé porter assistance et on l'a ramené à l'île pour qu'il se pose, pour éviter un incident, un avion civil en l'occurrence. On comprend bien ce qui se passe dans un pareil cas. Qui prend la décision actuellement simplement d'envoyer l'avion d'abord ? Alors aujourd'hui, c'est une autorité qui s'appelle la Haute Autorité de Défense Aérienne, qui dépend de ce commandement de la défense aérienne des opérations aériennes, qui est aux ordres du Premier ministre. Parce que le Premier ministre est responsable de la sécurité de notre espace aérien. Et donc, il est aux ordres. Et ce pilote, en fait, va être finalement les yeux et, si je puis dire, les mains du Premier ministre dans le ciel pour lui rendre compte de ce qui se passe. On parle d'événements rares, mais dans le cas d'une police du ciel qui est très active, on peut voir ce tweet tout à l'heure de l'armée qui précise les chiffres, le nombre de situations dites anormales, 450, dont quand même, en une seule année, en 2019, 210 qui nécessitaient une intervention des avions de chasse ou des hélicoptères. Est-ce que ça veut dire que les pilotes sont prêts en permanence ? Ah oui, alors, notre mission est une mission permanente, H24, 7/7, 365, et on a un dispositif qui permet de la réaliser, qui s'appuie sur toutes nos bases aériennes. C'est en fait notre outil de combat à nous, dans l'armée de l'air et dans l'espace, et de l'espace, pardon. Un avion qui est en l'air, qui fait cette interception, il peut aller se reposer sur n'importe laquelle de ces bases pour pouvoir être prêt à repartir s'il le fallait. Restez avec nous, mais Amiral Goldefi, vous avez la vision historique. Tout le monde pense évidemment au précédent du 11 septembre, où alors là, ce n'était pas une fausse alerte, et là, c'était plusieurs vraies alertes, des avions détournés par des terroristes. Est-ce que ça a été dans l'historique de ce genre d'opération une forme de modèle ? Alors, ça n'a pas été exactement une forme de modèle, parce que disons que ce que vient d'expliquer le colonel concernant la permanence des patrouilles opérationnelles, la permanence des dispositifs. Ça existait déjà. Ça existait déjà avec des moyens qui étaient moins sophistiqués, des capacités de réaction qui étaient moins évidentes, des capacités de transmission et de commandement. Ça a toujours bien marché. Le commandement de la Haute Autorité de Défense Aérienne, ça a toujours bien marché. Mais on était un petit peu moins rapide et pour déceler ce qui allait arriver. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a une menace terroriste, avec une possibilité de détournement d'avion ? Ce scénario-là, est-ce qu'il existe particulièrement chez vous ? Ah, tout à fait. Vous savez, nous, le spectre va de cette assistante, cette panne de radio, jusqu'au spectre haut, qui pourrait même être un avion militaire avec de mauvaises intentions. On est là pour protéger nos concitoyens et on a des outils qui nous permettent de le faire. Nos avions sont armés s'il le fallait. Donc, en l'occurrence, il était armé, le Rafale ? Alors, en l'occurrence, il était armé et prêt éventuellement à intervenir s'il en avait reçu l'ordre. L'intervention, il faut bien mesurer l'extrême gravité dans ce cas, surtout si c'est un avion de ligne, ça veut dire tirer sur un avion qui a des passagers qui seront les victimes, bien malgré l'autorité, mais qui seront les victimes de ce qui se passe. Actuellement, qui prend la décision, s'il faut, tirer sur l'avion ? Alors c'est le Premier ministre, en l'occurrence, qui prend cette décision hautement politique, une décision dure, qui est dans ses mains aujourd'hui. Comment ça se passe ? On imagine là la rapidité du facteur temps pour qu'on puisse joindre le Premier ministre, lui dire, et ensuite il y a quand même une décision extrêmement lourde à prendre, il la prendrait seul dans ce cas-là ? Oui. Alors, le Premier ministre a un cabinet militaire avec un officier de chaque armée qui est chargé évidemment d'être au contact, et il peut donner des dévolutions, c'est-à-dire des dérogations à son commandement de la défense aérienne pour agir si vraiment on n'arrive pas à le joindre. Mais ça se passe pour toutes les choses de la même façon. Il ne faut pas imaginer que le Premier ministre est joignable quasiment tout le temps. Alors, comme je disais tout à l'heure, quand il s'agit de choses qui se passent en mer, il y a un petit peu plus de temps, un peu plus de délai. En l'air, on n'a pas le temps. Il faut que ça réagisse tout de suite. Il faut le tirer par la manche. Il faut le tirer par la manche, et surtout qu'il se décide vite, ce qui évidemment... Alors, il est briefé, il est quand même briefé par son cabinet militaire. Il se rend, comme vous l'avez indiqué, au commandement national des opérations aériennes, centre à Montverdun. On lui explique, parce qu'il faut qu'il prenne conscience de la responsabilité qu'il endosse en étant Premier ministre, comme le chef d'État avec le nucléaire. C'est la question qui a été posée à George Bush le 11 septembre. Lui a donné l'autorisation de principe d'abattre les avions s'il le fallait. Et il y a eu évidemment cet épisode terrible. Grand courage des passagers de ce vol vers la Pennsylvanie qui ont essayé de se révolter contre les terroristes. Ils n'ont pas réussi. Voilà. Là, la chasse américaine était prête à tirer et à battre l'avion. Mais après je veux dire, les circonstances ne sont jamais reproductibles.
C'est les leçons qu'on en tire qui permettent d'avancer. Dans ce que vous avez vécu, vous étiez numéro 2 de l'armée pendant très longtemps, sans aller à une circonstance aussi dramatique, qu'est-ce qui s'en approchait? Deux choses. Le G8 à Évian, car la menace, on a parlé d'avions de chasse, etc. La menace peut être beaucoup plus sous forme d'ULM, décollant vous êtes suisse, décollant de la partie suisse pour aller faire des choses vilaines à Évian. Donc là, on a mis en place un dispositif avec les pays alentours, quand même, les 5 pays qui étaient concernés. Un deuxième exemple, alors là, il est plus folklorique, c'est l'avion du président tunisien qui faisait des essais de radio et qui piquait sur la France. Et quand ils sont arrivés pas très loin des côtes méditerranéennes, on a été un peu surpris de se voir entourés, c'était les Mirages à l'époque, de Mirages, mais de façon plus dramatique. Non, je n'ai pas en tête, parce que si on doit utiliser les armes, on s'en souvient pendant des années après. Les semi-provocations, est-ce qu'elles existent? On a vu récemment les Russes, par exemple, qui sont très actifs dans certaines parties de l'Europe. Les provocations existent en mer et en l'air, parce que c'est deux espaces qui n'ont pas de frontières physiques. Donc ces provocations existent. Elles existent assez rarement en mer, on l'a vu avec les Turcs et la frégate française, assez souvent en l'air, parce que le mouvement est rapide, les déviations de trajectoire sont relativement faciles, le contact radio peut être occulté c'est plus facile de manœuvrer en l'air que de manœuvrer en mer. Il y a un précédent historique français qui a beaucoup marqué les esprits, c'était l'opération du GIGN qui a donné l'assaut en 1994 à Marignane. On revoit ces images, elles étaient diffusées sur LCI d'ailleurs à l'époque, avec cet extraordinaire courage du commandant du GIGN qui a empêché l'avion de repartir. Le grand danger, c'était les informations dont Charles Pasqua a disposé, selon lesquelles les terroristes voulaient frapper Paris, éventuellement la Tour Eiffel. Ça, colonel, ça a été un des éléments marquants, disons, dans l'historique. C'est un exemple de ce qu'il faut faire. Ça a consolidé en fait la compréhension de la menace, alors que déjà à l'époque nous avions un dispositif qui permettait d'assurer la police du ciel, si je puis dire. Ça date juste d'après-guerre en fait. C'était le général de Gaulle qui avait décidé de mettre en place cette structure. Et donc nous, on doit répondre à la menace et on doit être capable de faire notre métier pour protéger nos concitoyens, pour leur assurer la sécurité, où qu'ils soient, que ce soit dans un avion de ligne pour porter assistance, ou alors dans leur pays, au cas où il y aurait une menace militaire. On parlait tout à l'heure, je rebondis juste un petit peu, de ces conventions qu'on a avec nos pays voisins en Europe. C'est un cas concret de l'Europe de la défense aujourd'hui, parce que nous avons un dialogue qui est très fort avec nos alliés, histoire de voir très rapidement si un avion a franchi une frontière, s'il est déjà en panne radio, on peut le récupérer très rapidement. Je ne vais pas vous citer tous les exemples qu'il y a eu historiquement, mais ça arrive quand même assez régulièrement. Ce très bon dialogue fonctionne très bien. Il faut rappeler ce qui s'était passé à Marignane. Oui, donc, et pour prolonger ce que vient de dire le colonel, ce qui n'existait pas à l'époque, c'est cette capacité qu'un avion qui décolle de Barcelone avec des terroristes qui vont sur Toulouse, un avion de chasse espagnol, puisse franchir la frontière avant d'être relevé par un avion français et non pas faire demi-tour à la frontière comme un brigand qui nargue. Là, on a fait d'énormes progrès parce que tout le monde a pris conscience de la manœuvre. Vous reveniez au... L'exemple de Marignane, avec ces terroristes qui voulaient absolument repartir. Et de nouveau, la pesée d'intérêt, on a préféré l'assaut, c'était le général Favier, en se disant, il ne faut absolument pas qu'il redécolle, quoi qu'il arrive. Moi, j'étais au cabinet du ministre à l'époque. Et alors? Je m'en souviens très bien. La décision est politique et c'est là qu'on voit le courage de l'homme politique. En l'occurrence, c'est un dialogue Balladur-Chirac qui a mené l'affaire. Et qui était le plus courageux entre Balladur et Chirac? Je ne le dirai pas. Il y avait une grande différence? Non, pas dans ces cas-là. Dans la rapidité, il y a une différence? Et objectivement, le président de la République, qui était François Mitterrand, était au courant. Forcément. Colonel, on comprend la circonstance à quel point vous le disiez dès le début. Le facteur temps joue énormément. Est-ce qu'on ne s'illusionne pas là un peu quand un avion en est à ce point où il est en dessus de Paris? De toute façon, on se dit qu'il n'y a plus grand-chose à faire. Je pense que ce qui est essentiel, c'est de le détecter au plus tôt. Aujourd'hui, on a un dispositif avec plus de 70 radars. Les radars militaires et les radars civils sont en dialogue permanent. Et ce qui nous permet, dès qu'on a un indice, dans le doute, on va faire décoller rapidement nos avions pour être le plus vite possible à proximité pour pouvoir réagir. C'est ce qui se passe aujourd'hui, finalement. On voit que la fin, finalement, de notre histoire, si je puis dire, se déroule très bien. Mais en tout cas, nous, on était en mesure de réagir si, malheureusement, la fin aurait été plus risquée, si je puis dire. Est-ce que la sécurité aérienne a vraiment évolué? On se rappelle tous dans nos vies de passagers, tout ce qui a changé depuis le 11 septembre, les entrées dans les portiques, etc. Est-ce que vraiment le niveau de sécurité a évolué? Je pense. On a mis en place un certain nombre de procédures
dans notre pays, dans d'autres pays, qui permet justement de consolider cette sécurité, cette sûreté. Les deux notions étant différentes, le risque d'accident et le risque de danger d'utilisation militaire finalement d'un avion. C'est votre avis aussi ? L'étanchéité n'est jamais totale, mais plus on prend de mesures, bien on se protège. Il y a tellement de légendes qui courent quand on dit, par exemple, qu'il y a un policier très souvent, en tout cas dans les vols transatlantiques. Est-ce que c'est vrai ? Oui. De manière systématique ? Non. Ouais. Comment est-ce qu'on le repère ? Il ne faut pas qu'on le repère en principe. On ne repère pas. Ouais. Il est armé ? Je ne sais pas. Bon, si, vous le savez, vous. Je ne sais pas. Oui, il est armé. Il faut assurer la sécurité de nos concitoyens. Ouais. Parfois, c'est bien de garder quelques secrets. La France, puissance économique mise en cause dans beaucoup de domaines, mais toujours très grande puissance militaire. Est-ce que ça reste une des très grandes puissances aériennes ? Est-ce que dans ce genre d'opération, ça se marque toujours, amiral ? Je dirais que dans le domaine classique, la France est d'abord une puissance nucléaire. Ouais. Ça explique le comportement qu'on peut avoir d'autres puissances. Et dans le domaine conventionnel, si je puis dire, par le fait qu'elle a été engagée sur tous les théâtres, je pense qu'on a nos 3 armées, terre, air, mer, sont au top de ce qui se fait en Europe. Souvent à égalité avec les Anglais, mais maintenant, comme on parle de l'Europe, là on est... Alors, c'est un palmarès qui peut s'effondrer très très vite, car dans cette affaire, c'est un entraînement permanent, c'est des moyens, c'est des hommes et des femmes, et si on s'arrête pendant 6 mois ou 1 an, on met 15 ans à récupérer. La dimension de l'exercice, le fait d'avoir un avion, le Rafale, qui est sur beaucoup de théâtres d'opération, de guerre, le fait d'avoir des pilotes qui sont exercés à la guerre, est-ce que ça joue ? Oui, parce qu'on est une équipe, une dans tous les domaines, qui est super entraînée. Malheureusement, on n'a pas de réserve. C'est-à-dire que le banc des remplaçants est vide. C'est comme ça, malheureusement. Et puisque vous parlez de Rafale, maintenant c'est encore plus facile pour la marine qui participe un petit peu à la défense aérienne du territoire, quand Charles de Gaulle est taqué, de participer à sa dimension. C'est encore plus facile parce que là, on a une interopérabilité des avions qui est totale. Pour être bien clair, ça peut paraître un peu cynique, mais un effet positif, si j'ose dire, des théâtres guerriers, c'est que ça donne une formation qui est très différente de la théorie pure. Ah oui, nos militaires sont entraînés et font face à des situations réelles en situation réelle. Ça vaut tous les simulateurs quand même. En l'occurrence, le pilote là, qui était là dans l'avion, là aussi, il y a des décisions à prendre très très rapidement. Comment est-ce qu'il les prend ? Alors cette mission, en l'occurrence, une mission où on laisse peu d'autonomie aux pilotes, si je puis dire. Et on est vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, les yeux du politique et on doit rendre compte très rapidement. Il faut être conscient quand même que cet équipage-là pouvait être, il y a quelques jours, en alerte pour une mission de la dissuasion nucléaire, pouvait être peut-être 1 mois en détachement à Chamal, en train de lutter contre Daesh. Et pour votre information, hier en vol, c'est eux qui ont porté assistance à cet avion dont je parlais tout à l'heure à Lille. Donc hier, ils ont secouru des vies, si je puis dire. Ça veut dire, oui, ces pilotes-là, ce sont les mêmes exactement. Le même pilote et le même navigateur qui étaient dans cet avion, qui, hier, ont ramené cet avion en perdition sur l'île. Et je vous pose la même question. Le fait d'avoir bombardé dans des conditions réelles change réellement la capacité d'intervention ? Écoutez, je pense qu'en fait, on construit une vraie culture, une vraie compétence qui fait qu'au moment venu, on a des automatismes, un entraînement qui parle. On est dans une armée qui a été fortement engagée, vous l'avez parlé tout à l'heure, moi je pourrais vous donner des exemples. Vous disiez dans quelle position vous jouez en jouant D1, regardez juste l'histoire, regardez Harmattan, regardez l'opération Hamilton, regardez ce qu'on fait aujourd'hui au Sahel. On a la chance d'avoir une armée de l'air qui est première en Europe, clairement. Ça veut dire quoi ? Au Mali notamment ? Oui, bien sûr. Depuis l'opération Serval, vous avez des avions de chasse qui sont en permanence en train d'appuyer cette opération interarmée en apportant cette puissance aérienne qui permet de changer la donne. Quelques mots de conclusion. Les leçons qu'on tire, on sait à partir de chaque drame aérien, par exemple, il y a une forme de suractivité pour tirer très vite les leçons. Des choses comme ce qui s'est passé aujourd'hui permettent de s'améliorer de mission en mission. Alors nous, on appelle ça le rétex, le retour d'expérience. À chaque fois qu'il y a ce type de mission, on va débriefer, comprendre qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux pour toujours s'améliorer en fait. Sans ça, on décline. Et nous, notre but, c'est d'être toujours plus efficace, plus compétent et encore plus sûr en termes de sécurité. Vous avez la profondeur de l'expérience, amiral. On évolue beaucoup, ça change beaucoup entre votre époque et celle-ci, vraiment ? Non, le retour d'expérience est fondamental. C'est à partir de là qu'on conforte les doctrines ou qu'on modifie les doctrines, qu'on modifie les équipements. Retour d'expérience, c'est le mot sacré, et pour ça, il faut avoir de l'expérience. Amiral, merci beaucoup. On n'est pas voulu venir en uniforme, parce que là, maintenant, vous êtes à la retraite. Non, je vous ai conseillé de faire venir un officier en uniforme. Vous aviez des barrettes encore plus impressionnantes que le colonel Spey, non ? Il en aura, lui.
Merci beaucoup à l'un et à l'autre. Merci Colonel P, merci Amiral Koldefi. Et je recommande votre livre Le sel et les étoiles. Ce sont vos mémoires, la lettre de l'amiral Philippe de Gaulle, préface d'Éric Orsena aux éditions Pierre-Marcel Favre. Merci beaucoup à l'un et à l'autre. Le personnage que nous recevons maintenant est un animal journalistique, comme on peut dire qu'il y a des animaux politiques. Franz-Olivier Gisbert est une sorte de chien truffier de l'époque sur l'actualité, sur les événements, sur la cause animale. Ce sera le sujet que nous allons évoquer tout d'abord. Et sur les annonces faites hier même par la ministre Barbara Pompili. Écoutons-les telles qu'elle-même les résumait. Aujourd'hui, je vous annonce la fin progressive de la présence de faune sauvage dans les cirques itinérants, la fin de la présence d'orques et de dauphins dans les delphinariums inadaptés à leurs besoins de mammifères marins, la fin des élevages de visons pour leur fourrure en France et le soutien aux actions collectives des parcs zoologiques pour l'amélioration des conditions de détention des animaux. C'est une transformation progressive de ces secteurs que nous engageons. Une transformation qui ne doit pas être pensée contre les professionnels concernés, mais bien avec eux. Franz-Olivier Gisbert, bonsoir. Bonsoir. On va parler de ces mesures en particulier, mais d'abord votre regard général. L'époque, c'est vraiment l'époque. Il se passe autour, végétarien ou pas, la viande ou pas, la chasse ou pas, les cirques, les animaux dans les cirques ou pas, il se passe quelque chose. Ah, c'est clair. Je ne veux pas dire le siècle, le 21e siècle sera végétarien ou ne sera pas. Ouais. Enfin, il y a une prise de conscience aujourd'hui, et d'ailleurs on le voit très bien avec les chiffres de la consommation de viande en France qui sont tombés aujourd'hui, car 4% de moins de consommation de viande bovine. Hein, c'est énorme. Vous êtes un végétarien historique, vous l'avez presque toujours été. Depuis, oui, parce que j'étais élevé à la ferme en fait. Ah. Et j'ai eu des amis cochons, des amis chèvres, une grande amie chèvre. Et puis des amis vaches ou bœufs. Et quand on voyait ce qui leur arrivait à un moment donné, ou quand ils partaient dans la bétaillère, à l'abattoir, bah, on était très tristes. Et d'ailleurs, des amis paysans aussi, j'ai vu des paysans qui pleuraient quand ils conduisaient leurs vaches à la bétaillère. Hein. Vous le dites avec une apparente légèreté, c'est très profond. Hein. Vous êtes de ceux qui, avec les animaux, ont noué une sorte de lien spécial. Depuis toujours, oui. Alors quand je dirigeais des journaux, c'est vrai que je gardais ça toujours un peu en retrait. Tout le monde le savait. On se foutait de ma gueule d'ailleurs dans les rédactions, beaucoup là-dessus, parce que je ne voulais pas prendre en otage les journaux, quoi. Je travaillais, donc je ne voulais pas, m'afficher là-dessus. Mais c'est vrai, dès que j'ai pris ma retraite il y a déjà quelques années, immédiatement je suis parti là-dedans, et voilà, avec des amis d'ailleurs, parce que c'est une sorte de confraternité. Hein. Tous les amis des animaux, politiquement, ils peuvent penser le contraire, ils sont tous ensemble. Et vous avez écrit des pages superbes sur le sujet, on va citer vos livres tout à l'heure, le lien avec les animaux, avec ces paradoxes. Quand vous étiez à la ferme, vous tuiez les animaux. Bah oui, c'est pour une raison très simple. Ils étaient souvent tellement mal tués, je pense aux lapins. Enfin, je ne vais pas vous raconter comment on tuait les bêtes, c'était juste dégueulasse. Et c'est vrai que j'avais tendance à dire, bon, bah attends, je vais le faire. Et puis, dans la ferme de mes parents étaient des bobos bio, mais ils avaient acheté une ferme pour déjà... Avant l'heure. Oui, parce qu'ils étaient très... Je dis pas, ils n'étaient pas décroissants d'ailleurs, mais non, ils voulaient manger leurs produits, quoi. Il y avait un potager, etc. Mon père, il s'était très engagé là-dedans. Et mon père tuait très mal. Et donc, j'ai très vite, c'est ma mère qui tuait, et ma mère ne supportait pas tuer, elle mangeait de la viande, les deux mangeaient de la viande. Et moi, je tuais, paradoxalement, je mangeais un peu de viande, disons, les premières années, et puis très vite, je tuais des bêtes que je ne mangeais plus. Ça en dit beaucoup de vous, hein, de vos paradoxes, même en politique. Vous avez été un tueur en politique aussi. Hein, tueur, oui, mais enfin, bon, après, quand la bête ressuscite, comme on dit, parce qu'en politique, elle ressuscite toujours, je ne mets pas forcément le deuxième. Vous étiez très bon tueur, hein. Oui, parfois, oui. J'avais l'impression souvent d'écrire avec... D'ailleurs, il y a un caricaturiste... Regardez, vous jubilez. Qui m'avait mis avec un flingue un peu comme James Bond à la place du stylo, vous voyez. Mais oui, parce que j'aime bien ce type de journalisme. Après, c'est vrai que je ne suis pas militant, c'est-à-dire que les coups n'étaient pas réservés à une catégorie de la population, une catégorie de politiciens, mais c'est vrai que j'avais certaines règles, vous voyez. Et quand on franchissait les limites de la morale, là, je pétais les plombs, et parfois, c'est vrai que j'étais violent. Et vous étiez très bon tueur aussi à la ferme, vous tuiyiez très net. Vous oui, avez raconté ça, notamment dans l'Américain. Parce que c'est vrai, quand on tue, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'émotions. Ouais. Et moi, je sais pas, j'ai une espèce d'esprit lent, vous voyez, le cœur. Enfin, j'avais pas beaucoup de tension quand j'étais... Bon, ça a changé depuis, hélas, avec la vie. Mais donc, vous voyez, je pense que l'animal ne sent pas grand-chose, et en fait, il n'a pas peur.
quand je le prends. Et j'essaye toujours, évidemment, d'éviter la souffrance. C'est ça le grand sujet. C'est d'éviter la souffrance animale, d'être humain avec les animaux. Mais ça veut dire quoi ? C'est le grand sujet. On a vu avec Éric Dupond-Moretti, ces derniers jours encore, les polémiques sur la chasse, le cerf qui se réfugie. Quelle honte, ça. Voilà. Oui, bien sûr. Cette image-là. Non, mais c'est la honte. Là, c'est la souffrance, selon vous ? Ah oui, totalement, on le voit bien, le pauvre. Non, puis alors, attends, quand il y passe après, enfin, faut voir ça. Non, mais moi, en plus, j'ai été voir, vous voyez, j'étais gosse, conduire avec des copains des veaux à l'abattoir à Neubourg, en Normandie, là où j'ai été élevé. Et c'est vrai que ce que j'ai vu, là, ça m'a tout appris. Plus jamais, vous voyez, c'était l'enfer, c'est l'enfer de Dante. C'est comme ça, les abattoirs. Et je dirais même, c'est de pire en pire aujourd'hui avec l'abattage rituel qui se répand de plus en plus, parce que vous savez, aujourd'hui, entre une bête sur 3 et une bête sur 2 est tuée sans être étourdie, c'est-à-dire dans des conditions justes. Et c'est cataclysmique quand on va là-dedans, mais on est horrifié par ce qu'on voit. Ce que font certains militants, d'aller de force illégalement filmer, est-ce que c'est bien selon vous ? Ah oui, tout à fait. Mais alors, attendez, moi j'ai quand même, sans doute c'est l'enfance qui revient, j'aime beaucoup les paysans. Et donc, je comprends leurs problèmes. J'ai une espèce de gêne. Christiane Lambert, la patronne de la FNSEA, m'a tapé dessus énormément quand j'ai sorti mon livre « L'animal est une personne ». C'est horrible, les trucs qu'elle disait sur le bouquin. Et j'étais un peu gêné aussi parce que je sais que je fais du mal et c'est un métier que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les paysans et c'est vrai que beaucoup adorent leurs bêtes. Mais l'évolution de la société a fait qu'ils sont tous allés vers l'élevage intensif, qui est une horreur. Vous avez après l'élevage intensif, il ne faut pas oublier le transport, puis après, l'abattoir, tout ça est dégueulasse. Vous êtes assez dur sur les écologistes d'aujourd'hui en disant, eux, paradoxalement, ils sont un peu loin de cette réalité de la ferme. C'est du urbain, d'ailleurs. Pour eux, un paysan, c'est le mal. Alors que c'est pas vrai. Un paysan, comment dire, ils gardent la terre, ils gardent le paysage, puis ils aiment leur métier, et puis c'est bien. Bon, simplement, évidemment, le métier a mal évolué, mais je pense qu'il faut l'aider, Qu'est-ce qui leur manque ? On a besoin d'eux. Ces écologistes-là, d'aujourd'hui, là, ceux qui sont en politique, qu'est-ce qui leur manque ? Un peu d'empathie. Vous voyez, moi, je trouve que c'est très important. Je fais un métier, vous le connaissez, notre métier. Parfois, il y a de la cruauté, c'est vrai. Pour le faire bien, il faut de la cruauté, mais il faut aussi de l'empathie. Il faut aimer les gens. Il faut aimer les paysans, évidemment, parce que c'est un métier de gens courageux, qui en prennent plein la gueule pour pas un rond, qui se lèvent tôt dans le froid, enfin voilà. Et là, on a des fils de Bourges un peu enfants gâtés, islamo-gauchistes, pas grand-chose dans la tête. On voit très bien ces maires, enfin, attendez, le maire de Lyon, le maire de Bordeaux, à moitié complotiste, qui vous raconte des trucs de l'autre monde sur la 5G, etc. Non, je suis triste pour l'écologie. Moi, je suis écologiste depuis que je suis enfant. C'est vraiment, pour moi, c'est une des plus belles causes qui soit. Et puis, c'est un vrai sujet. Mais elle est pervertie par des petits bourges urbains, totalement urbains. Bobo dans l'âme. On voit tous les amis que vous j'ai rien faites, contre là, les bobos, je suis un peu bobo. Ben oui, mais enfin, attendez, faut voir, la liste est longue. Mais c'est effrayant. Alors, évidemment, là-dessus, quand je vise les écolos, je vise pas les quelques personnes remarquables qu'il y a dedans et qui sont tout à fait respectables. Je pense à, par exemple, Yannick Jadot. Vous verrez qu'il ne sera pas candidat des écolos, parce qu'ils sont tellement bizarres, tellement étranges, ils vont prendre un élu berlu qui, de toute façon, n'aura aucune chance, parce que c'est une secte, en gros. Hein, ils ont un comportement de secte, un certain nombre de ces maires. Élus, il ne faut pas oublier, avec très peu de voix. Hein, parce que quand ils disent Macron n'est pas légitime, mais alors eux, c'est quand même incroyable, ils sont élus avec 80% ou 70% d'abstention. Mais c'est un courant qui existe. L'actualité du jour, revenons-y, les décisions de Mme Pompili, par exemple, la suppression à venir des animaux sauvages dans les cirques, est-ce que c'est bien selon vous ? C'est assez minable tout ça, je trouve, parce qu'il y a des grands sujets, on vient d'en parler. L'élevage intensif, il paraît que l'Assemblée nationale va s'en occuper. J'attends voir, on a vu déjà avec les abattoirs. Les abattoirs, il y a une grande promesse électorale d'Emmanuel Macron. Je sais pas, en principe, enfin il disait qu'il allait respecter les promesses électorales. Bon, il a fait comme tout le monde, il s'est assis dessus tout de suite. La vidéosurveillance dans les abattoirs est une promesse d'Emmanuel Macron. L'objectif de cette vidéosurveillance, vous le savez, c'est d'empêcher la maltraitance, parce qu'elle sera, et ça, il y a des pays qui l'ont adopté, comme la Grande-Bretagne, où ça marche. C'est-à-dire, c'est pas pour surveiller, pour fliquer les tueurs et les abatteurs, mais c'est pour faire en sorte que les choses soient faites le mieux possible. Mais là, non, il a reculé devant le lobby de la viande, qui est toujours très puissant. Et ça, c'est pathétique. Il a reculé, lui, Macron, mais évidemment, tous les députés avec. Et là, donc, leur truc sur l'élevage intensif, et puis, attendez, les transports.
Regardez ces pauvres veaux, quand vous prenez l'autoroute du Sud, qui vont se faire tuer en Italie et qui sont transportés dans des conditions juste abominables. Il y a une pression, cependant, pression politique. Chacun peut l'avoir sur Internet. C'est cet appel à référendum d'Hugo Clément, journaliste. Voilà. Vous le soutenez, vous ? Oui, mais enfin, moi, je ne signe pas trop les pétitions parce que c'est très frappant quand on voit. C'est pas mon travail de journaliste, vous voyez ce que je veux dire. Quand on voit le succès de cette pétition, pour l'instant, selon les chiffres revendiqués, on verra ce que ça donne. Mais là, est-ce que vous pensez que, alors on parle effectivement des abattoirs notamment, est-ce que les politiques vont se sentir sous pression ? Est-ce que ce référendum Mais il faut les mettre sous pression. Regardez, Macron, qui a commencé, parce que je ne pense pas qu'il aime la chasse particulièrement, mais il se dit il y a un bon coup à jouer électoralement, parce qu'ils sont tous pareils. Ça fait des voix, parce que les chasseurs... Alors lui, la France profonde, c'est pas son truc, donc il s'est dit, bah voilà, j'aurai des chasseurs. Bon. Et donc, il a gentil avec eux, puisqu'il leur a permis de tuer des espèces en voie de disparition, je pense notamment aux tourterelles des bois, en continuant la chasse à la glu. Mais à force de se faire attaquer par toute une série de combattants, dont l'ami Alain Bougrain-Dubourg, et finalement, il a canné. Et tant mieux, et c'est tant mieux. Et j'espère qu'il va canner sur d'autres sujets, parce que la vidéosurveillance, il faut lui resservir. La vidéosurveillance pour empêcher, c'est pas vrai, parce qu'une mort d'un animal, c'est jamais facile, mais enfin, pour empêcher les abjections qu'on peut y voir encore aujourd'hui. François-Olivier Gisbert, on faisait la comparaison tout à l'heure en d'autres façons de tuer, en politique, comme journaliste, ou avec les animaux. Voilà, votre portrait est là. Vous avez signé sur les grands politiques, ceux qui sont actuellement. Là, vous avez un peu habillé Macron, mais dans le passé, il y a eu des choses beaucoup plus romanesques. Macron, en même temps, il y a des choses bien. Attendez, sur le plan économique, sur le Covid, la gestion du Covid, on ne va pas s'attarder dessus, parce que ça serait... Économie, c'est mieux. Mais je trouve que l'économie, quand même, ce qu'il a fait avec l'Europe, merci Merkel, mais quand même 30 milliards qui arrivent comme ça, déversés par l'Union européenne, en plus du reste, non, c'est bien. Enfin, il a pris tout de suite la mesure des choses, il a bien agi. Mieux que d'autres auraient fait, sans doute. Les grands politiques, Mitterrand, Chirac, Balladur, Sarkozy, Hollande, vous les avez vraiment pratiqués, certains des amis. Vous avez passé des soirées avec eux, bu avec eux souvent, parlé avec eux de choses intimes. Beaucoup, il y a cette photo incroyable où vous êtes avec Jacques Chirac, c'est à l'arrière d'un bateau, je crois. Oui, on était allé elle en dit énormément à Porquerolles. On était allé à Porquerolles. Regardez ça, c'est incroyable. C'était un déjeuner extrêmement arrosé. Et là, c'était tellement arrosé d'ailleurs que, vous voyez que on est sur une sorte d'un bateau à moteur. Et donc, en principe, ça nous secouait un peu. Et on dormait, là. Je crois que tous les deux, on avait bien... Voilà. Mais ça, c'est votre façon de... C'est le métier. Mais si vous voulez, non, mais il paraît qu'il y a des grands journalistes. Je pense, par exemple, pour pas le citer, Edoui Plenel. C'est grands journalistes très courageux. Alors, ils restent assis sur leur cul, ils attendent que le magistrat, il arrive pour lui donner les papiers qu'il va recopier. On appelle ça l'investigation. Alors, les journalistes se rengorgent, je fais du journalisme d'investigation, qui consiste en fait à recopier tous les PV. Bon, ça, c'est pas ma conception. Ma conception, c'est d'aller voir les bêtes, mais pas seulement les hommes politiques, mais tout le monde, là, des syndicalistes, des écrivains, des scientifiques. Vous me disiez en Plenel, si vous le rencontrez dans le train, vous êtes prêt à vous rabibocher un peu avec lui, à discuter avec lui. Voilà. Je suis pas un militant, moi. Je suis pas un militant politique. J'avoue que j'ai pu voter à droite, j'ai pu voter à gauche. Voilà, je m'intéresse à des personnages, mais je suis pas, comment dire, je suis pas journaliste pour détruire la société. J'aime la France, voilà, ça c'est sûr. J'aime la France. Je suis empathique, mais vous aussi d'ailleurs. Et donc voilà, et en même temps, ça m'empêche pas de temps en temps de sortir le flingue et puis de tirer parce qu'il y a quelque chose qui m'a choqué. Il faut lire les œuvres complètes de François-Olivier Gisbert parce que... Oh non, c'est trop long, il y en a trop. Écrivain, et puis rapport aux bêtes, rapport aux politiques, avec un côté parfois même animal, cru. De Mitterrand, il y a des pages de vous qui sont inouïes où vous dites par exemple qu'il ne sentait pas très bon. Non. En campagne, Mitterrand ne sentait pas. C'est très dur. Oui, mais c'est très dur. Non, mais je dis... Ça révèle de lui un moment de sa vie politique. J'approuve, je disais qu'il ne sentait pas très bon. Non, vous avez raison. Non, il ne sentait pas très bon, mais c'est parce que c'est très dur, ça montre le métier politique. C'est-à-dire, on allait, je me souviens, j'étais le seul journaliste qui suivait à l'époque, dans des petits hôtels absolument miteux, 1 étoile, 2 étoiles. Parfois, il restait chez l'habitant à écouter des discours, des salamalek, des trucs de l'autre monde jusqu'à 3 heures du matin. C'est vraiment... Puis, à peine le temps de se laver. Et puis, je veux dire, il avait un petit système, il m'avait montré, et j'ai adapté ça d'ailleurs à une époque, mais je prenais peut-être un peu plus de choses. Voilà, une chaussette, le dentifrice, tout ça était un peu mélangé avec quelques papiers. Il avait sa petite valise comme ça. Mais toujours un livre. Il vous disait, prends toujours un livre avec toi. Pas un livre.
Non, des livres partout dans les poches. Ouais, c'est pour ça qu'il avait des grosses poches. Dans les imperméables, il avait toujours dit. Et il donnait, il prêtait, il disait ça, c'est bien, il faut lire ça. Il m'a donné beaucoup de livres que j'ai gardés, évidemment. Mais... Vous avez eu avec lui, avec beaucoup d'autres, des discussions sur le sexe, sur la vie sexuelle, sur les femmes, des conseils. Mitterrand, il parlait très librement. Et c'était un Pygmalion. C'est-à-dire, quand il voyait un jeune homme, il voyait bien que je ne voulais pas faire de politique. J'en ai parlé à plusieurs reprises, ça ne m'intéressait pas du tout la politique. Il vous a séduit? Ah oui, bien sûr. Mais j'étais très violent avec lui. J'étais très sauvage. J'écris des choses. Même j'avais presque honte après en voyant, en me remémorant des choses que j'avais pu écrire sur lui. Le côté canaille, le côté, tout ça. Vous voyez. Mais en même temps, c'était quelqu'un qui avait une culture folle, qui essayait de le faire partager, et il rentrait dans vos vies. Il était très intrusif. Par exemple, ma première épouse, quand je l'ai rencontrée, je me souviens, je lui ai dit. Il a voulu la voir. Il m'a dit, ouais, je veux la voir. Et on est allé déjeuner, je me souviens, dans la Nièvre. Et après, il m'a dit, très bien, t'es très à gauche comme il aimait. Et voilà, et c'était ça. Il rentrait dans les vies des gens. Mitterrand, Sarkozy, beaucoup d'autres. Il y a une chose où vous dites... Chirac, c'était quelque chose. C'était, je sais pas, on était avec D'Artagnan, vous voyez, avec puis cette espèce de respiration très forte, très puissante. Vous avez écrit sur leur folie. Vous dites, tous ceux qui arrivent à ce degré-là, il y a une petite part de folie. C'est pas moi. C'est Pompidou qui disait, il y a les présidents, il y a les un peu fous, les très fous, les trop fous, mais ils sont tous fous. C'est assez vrai. Emmanuel Macron aussi a une part de folie? Oui. Attendez, ça se voit le premier jour, excusez-moi. Non, mais attendez, c'est Beethoven. Mais tout, ça se Non, mais attends, l'hymne à la joie, je me fais lire 20 minutes pour marcher, traverser le Louvre, comme ça. Mais Mitterrand, déjà, il arrive, il a le melon. Non, mais attendez. Mais Mitterrand, pareil, la rose, au Panthéon. Non, mais on poussait de rire quand on a un mauvais esprit comme moi. Bon, je lui ai dit, d'ailleurs. Alors, il riait un peu, voilà. Chirac n'avait pas ça. Chirac avait un côté dérision, autodérision permanente. Il se trouvait moche. Faut le faire, parce qu'il était quand même beau gosse. Il se trouvait très con, c'était pas du tout le cas. Vous voyez, il était un peu, je dirais pas dans la haine de soi, parce que c'est pas tout à fait le cas, mais il avait une sorte de modestie que les autres n'avaient pas. C'est peut-être le seul des présidents qui avait pas trop le melon avec Hollande. Et c'est pour ça, sans doute, que les deux s'entendaient bien, d'ailleurs. C'était des personnes qui avaient, comment dire, pas forcément une très haute idée d'elles-mêmes. Et qu'on a une moins haute idée d'eux aussi, peut-être? Non, je crois pas que c'est ça. Non, parce que Chirac, à une époque, il était quand même extrêmement populaire et c'était amusant de voir le décalage qu'il y avait entre la perception que les autres avaient de lui et l'image qu'il avait lui-même. Ce grain de folie vous a fasciné chez tous ces animaux, je reviens à cette comparaison que vous avez observée. Didier Raoult, aujourd'hui, vous êtes de ceux qui ont pris plutôt la défense d'Didier Raoult. Oui, en tant que Marseillais, comme tous les Marseillais, parce que il a été insulté de manière extrêmement violente. Qu'est-ce qui vous plaît en Didier Raoult aujourd'hui? Moi, par définition, j'aime les anticonformistes. Alors, en même temps, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas médecin, je ne connais pas. Je vois son côté médecin, que je respecte et que j'apprécie, c'est-à-dire un type qui est là toujours en train d'essayer de soigner les gens, parce qu'il est comme ça. Bon, en même temps, c'est un professeur reconnu partout. Alors après, évidemment, moi, je ne sais pas ses déclarations, je vois que ça choque. Je ne suis pas spécialiste, c'est-à-dire je ne veux pas rentrer dans ce débat-là et faire moi aussi mon petit spécialiste du coronavirus. Je vois en gros comment il faut le soigner, c'est-à-dire pas comme on l'a fait en France au printemps, pas peut-être comme on va le faire maintenant, c'est-à-dire... Anticonformiste, c'est le premier mot qui vous vient pour le définir, Didier Raoult? Mais on n'en peut plus de conformisme. Attendez, c'est un pays, vous voyez très bien, une espèce de chape de plomb maintenant. Il faut tous dire la même chose. Après, vous avez ces journaux, ces radios publiques, ces journaux bien pensants qui font les listes des gens qu'il ne faut pas écouter, qu'il ne faut pas faire parler. Tiens, sur France Inter, il y avait un mec ce matin, un pseudo-sociologue, il représente que lui-même, qui disait non, il y a des idées justes, des idées injustes, il faudrait interdire les idées injustes. On a l'impression même, il parlait de la France comme s'il vivait en dictature. Non, mais attends, qu'il arrive voir ce que c'est une dictature. Non, mais vous voyez, je pense, moi, j'aime ce pays et je pense aujourd'hui, je suis pas, j'ai peut-être l'âge des vieux cons, je crois pas l'être parce que je suis très optimiste. Et toujours. vous êtes libre. Et là, il y a une liberté chez vous. François, il y a une liberté chez vous qui est évidemment très très frappante. Vous citez Méret ou Baudelaire qui disent il faut se dédoubler toujours, se regarder un peu de l'extérieur. La double conscience, oui, ça c'est une phrase géniale de Baudelaire. Vous savez, vous regardez descendre la rue. Hein, ça, je trouve, c'est très juste. Vous le faites? Ah oui, tout le temps. Ah ouais. Puis je ne suis pas en adoration devant moi-même. Je crois que c'est un truc de base aussi, surtout quand on est journaliste, parce que y a beaucoup de confrères qui s'adorent, et c'est toujours un peu triste, parce qu'on est dans l'éphémère. C'est un métier. C'est vrai que moi, je suis écrivain d'un côté, mais enfin, je suis aussi dans l'éphémère. Franchement, je ne suis pas Homère, ni Molière, ni Dante, ni Shakespeare. Il y a peu de chances que ça me survive très très longtemps, mes bouquins. Mais
c'est vrai que je suis entouré de copains qui me disent mon œuvre, voilà, ils sont parfois souvent immortels, soi-disant, voilà, ils ont des grands trucs, et ça, c'est assez comique. C'est le côté comique de l'homme, c'est-à-dire on a la mort qui nous guette à tout moment, et on est là en train de parler de notre avenir éternel, de notre éternité. Mais attendez, il faudrait d'abord s'occuper de la Terre avant. Vous voyez dans quel état elle est aujourd'hui. Vous avez un regard très spécial, François-Olivier Gisbert. Vous avez été très myope. Hein. Oui, je suis toujours. J'ai les verres de contact. Voilà. Mais ça vous donne un regard un peu flou, hein, ça va avec le Fogg enfin, mon petit surnom, c'est aussi Fogg, parce que François-Olivier Gisbert, ça fait Fogg, et mes parents étaient très contents, ils avaient mis ça sur la timbale de baptême, donc je pense qu'ils étaient très contents de leur coup. Et ça tombait bien, j'étais myope, donc j'ai un peu de brume dans les yeux. Dans le registre des portraits, il y a celui, il faut tout relire de vous, mais l'américain, le portrait aussi de votre père, héros du débarquement. Oui, c'est très soldat, bourré de décorations. Voilà. Mais américain, je suis né aux États-Unis d'ailleurs. Marqué par la violence, par la brutalité. Marqué, oui, un peu sourd parce qu'il avait, plein les oreilles à ma bitch et j'étais, il était très violent avec ma mère. Je me suis vengé toute ma vie et j'ai regretté toujours. Vous avez été très dur avec lui, hein, très dur. Oui, mais dans le livre, ça se retourne à un moment donné. C'est moi le salaud parce que j'ai pas pardonné et je m'en veux toujours de ne pas lui avoir pardonné parce qu'il n'y avait pas de raison. Vous lui devez beaucoup. Je lui dois beaucoup et puis ça va avec le temps. Je me rends compte que je ressemble beaucoup, pas dans la violence parce que je suis très non violent comme tout le monde le sait. J'ai un rapport bizarre à la violence, sans doute par rapport à lui d'ailleurs. Mon père était violent, mais ces gens avaient fait la guerre. La guerre, c'était violent, quoi. Quand ils dormaient à la Belle Étoile, les soldats américains, il y avait des Allemands qui passaient entre les lignes, qui les égorgeaient. Mais ça, il a raconté ça. Vous voyez, il vivait avec un couteau sous son oreiller la nuit, tellement. Vous voyez, il était resté là-dedans. Moi, j'ai pas vécu tout ça. Moi, j'ai eu la chance. J'ai eu la chance de vivre avec des parents qui vous parlaient de la guerre, mon grand-père qui me parlait de Verdun. Et moi, j'ai pas connu tout ça. Franz, l'américain, revenons à l'actualité. C'était le débat incroyable. Et vont nous rejoindre deux passionnés des États-Unis comme vous. Ils ne sont pas américains, eux. Hein. Enfin, ils ne sont pas nés sur territoire américain. C'est Laurence Haïm, notre consoeur journaliste, et l'écrivain Marc Lévy, grand passionné des États-Unis. Mais d'abord, on va écouter un extrait de ce débat improbable, chaotique, souvent brutal, beaucoup d'insultes. Extrait de l'affrontement Trump-Biden dans la nuit. The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar. People understand, Joe. They 47 years, you've done nothing. Well, it's hard to get any word in with this clown. Excuse me, this. Hey, let me just tell you, I'll tell you, Joe, you could never have done the job that we did. You don't have it in your blood. You could have never done that job. You're the worst president America has ever had. Hey, Come Joe, on. let me just tell you, Joe, I've done more in 47 months. I've done more than you've done in 47 years, Joe. Did you use the word smart? Just don't ever use the word smart with me. Don't ever use that word. Oh, give me a break. Because you know what? There's nothing smart about you, Joe. The fact is that I've gone head-to-head with Putin. He's Putin's puppy. I don't wear masks like him. Every time you see him, he's got a mask. He could be speaking 200 feet away from it. I'm not going to answer the question because the question is radical left. Will you shut up, man? Listen, who is on your list, Joe? Voilà, scène incroyable, le regard de trois personnalités, trois Américains, j'apprenais ça à l'instant, vous avez tous les trois un passeport américain ? Oui. Extraordinaire. Je suis né là-bas, moi. Vous, c'est facile. Souvent, j'ai envisagé de perdre ma nationalité, mais on m'a expliqué, il y a des tas de démarches, il fallait jurer, etc. Bon, très bien, je garde, mais je ne me sers pas. Marc Lévy, vous êtes américain citoyen aussi, vous avez le passeport ? Oui. Ouais. Vous allez voter ? Vous pourrez voter ? Bah oui. Pour qui vous allez voter ? Bon, écoutez. Il y a un doute ? Non, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de doute. Et Laurence Haïm, vous ne pouvez pas voter, vous êtes journaliste. Voilà. Moi, quand je suis journaliste, je dis qu'on a un devoir d'aller voter pour simplement le geste d'aller voter. Ce débat inouï, la violence, les insultes, les interruptions, petit point de langue, hein, quand Biden dit shut up, ça veut dire, c'est quoi ? C'est ferme-la, ta gueule, la bonne nuance. Ça veut dire les deux. C'est très violent. Non, c'est pas aussi grossier. Taisez-vous. Non. Pour vous, c'est très grossier, shut up, pareil. Ça ressemble un peu. Le militantisme a des limites. On va pas dire c'est gentil de dire. Franchement, si je vous dis shut up, Marc, vous allez me regarder shut up, c'est hyper vulgaire. Non. C'est dit toujours un peu méchamment. Shut up. Comme ça. Donc c'est quand même un peu ta gueule. Est-ce que là, Joe Biden a été entraîné, selon vous, est-ce qu'il s'est trumpisé dans ce débat ? Ah non, c'est à vous, Marc Lévy. Est-ce que c'est vous le militant de Biden ? Commençons par le militant. Ouais, c'est très difficile. Quand vous êtes sur un ring avec un taureau, vous voyez, qui ne respecte aucune règle, j'imagine qu'il y a un moment donné où il faut savoir s'imposer. Surtout que le commentateur avait du mal à tenir le débat dans les règles, donc
Enfin, je ne peux pas imaginer que, voyez, on passe un quart d'heure à débattre du fait que Biden ait dit shut up après 4 ans d'insultes, d'horreur, d'incitation au racisme, de grossièreté et de gros mots prononcés par l'autre. Enfin, dans le monde de Trump, shut up, c'est presque une politesse. Vous voyez, ce débat, il vous a frappé, ce côté tiré vers le bas. Il y a quelque chose. On voit à quel point beaucoup dans le monde ont regardé ce débat en étant hallucinés. Ouais, je pense que ce débat, il illustre ce que craignaient beaucoup de gens, dont Laurence d'ailleurs, au moment de l'arrivée de Trump et de l'instauration du régime républicain, parce que le Parti républicain n'est plus un parti, mais c'est devenu un appareil de régime. C'est d'assister en 4 ans à la déconstruction d'une des plus grandes démocraties du monde. Et je trouve que surtout ce sur quoi on doit réfléchir, c'est de se dire que on considère la démocratie comme acquise, on considère la liberté comme acquise, on considère les droits de l'homme comme acquis dans les grandes démocraties. Et l'exemple américain nous montre qu'en 4 ans, la corruption au plus haut sommet de l'État et la corruption d'une équipe autour d'un autocrate ou d'une personne à tendance autocratique peut faire vaciller la plus grande des démocraties. Il y a une forme de dérive dans ce débat, même dans les réactions de Joe Biden. On va revoir ce tweet qu'il a diffusé ensuite, où il se moque de chacun y va. On va l'écouter parce que ça en dit long sur ce ton de ces dernières heures. You would have been much later, Joe. Mr. President, Much later. Mr. President, You're talking about 2 million people. You're not And we will protect people President, with I'm the moderator of this pre-existing debate. Will you shut up, man? Listen. C'est pas la com politique la plus sophistiquée du monde. On a l'impression que tout est tiré vers le bas dans tous les sens. Oui, mais là, c'est des communicants qui ont décidé qu'il fallait séduire l'Amérique Sanders. Et il y a une partie de cette Amérique qui ne veut pas voter Joe Biden, qui est l'Amérique extrêmement à gauche. Et donc, il faut montrer à cette Amérique que c'est une révolte contre Donald Trump. Et le shut-up, il a été très étudié. Il fallait que Joe Biden place dans le débat shut-up. C'est pas, ah tiens, je vais dire shut-up. C'est prévu selon vous, tout est prévu. Moi, je pense qu'il y avait des expressions qui étaient préparées. Il y avait l'expression shut up, il l'a bien placée, à un moment où il était encore assez vaillant, parce que je l'ai trouvé quand même assez fatigué à la fin. Il a 77 ans, il aura 78 ans, il faut le rappeler, au moment de l'élection. Et en tout cas, moi, ce que je trouve, c'est que c'est quand même dommage, dans cette démocratie, de donner cette image au monde. Il y a une urgence démocratique maintenant, d'arrêter pour Joe Biden et Donald Trump de donner cette image déplorable dans un débat télévisé, parce que c'est une image absolument déplorable de 2 candidats en campagne. Qui a gagné selon vous ? Alors, c'est certainement pas la démocratie qui a gagné. Ouais. C'est quand même, moi, je suis très inquiète sur ce qui s'est passé hier. Je pense d'abord, on vient d'avoir les audiences, je peux vous les révéler. C'est une mauvaise audience pour un débat télévisé. Il y a 29 millions d'Américains qui ont regardé ce débat. 35% de moins qu'en 2016 au moment du débat entre Donald Trump et Hillary Clinton. On ne sait pas ce qui se passe. Il y a un désintérêt de la vie politique. Et il y a une autre information qu'on vient d'apprendre, c'est que la commission chargée d'organiser les débats électoraux aux États-Unis a annoncé des mesures pour maintenir l'ordre dans les prochains jours. Joe Biden a parlé de Trump comme le caniche de Poutine. Ça renvoie indirectement à votre roman, Marguerite, C'est arrivé la nuit. Vous êtes entré dans le monde des hackers de manière absolument passionnante. Ce monde dont on a beaucoup parlé lors de la dernière élection en disant que des hackers russes avaient contribué à ça. Est-ce que ce danger, selon vous, il existe dans cette élection également ? Oui, alors les miens travaillent du bon côté de la force. Ouais, voilà. Les miens, ce sont des Robins des Bois des temps modernes qui, justement, hackent pour la bonne cause. Le hack a sa noblesse selon l'usage que l'on en fait. Chaque camp a les siens, d'ailleurs. Absolument. Mais je dirais qu'aujourd'hui, la plus grande entreprise de hack au monde, c'est Facebook. Ouais. Et c'est un hack parfaitement légal, alors que c'est un hack d'une criminalité et d'une toxicité absolument hallucinante. Et d'ailleurs, je n'arrive toujours pas à comprendre le peu de sanctions à l'écart de la personne de Zuckerberg par rapport au crime que son entreprise a commis et de son attaque. Parce que quand on parle de ce qui se passe aux États-Unis, il faut savoir que la débandade de nos démocraties, la déstructuration de nos démocraties, les divisions entre les individus, c'est absolument le fait d'une information qui est manipulée par Facebook depuis des années et qui va en s'amplifiant. Vous êtes un écrivain qui a un succès inouï. Il y a combien d'exemplaires de Marc Lévy qui ont été vendus dans le monde depuis 20 ans ? Un peu plus de 50 millions. Ouais.
Ça paraît inouï. C'est jamais un hasard, un succès pareil. C'est François-Olivier Gisbert, bientôt 50 millions. Pas tout à fait encore. Hein. J'attends un petit peu là pour l'instant parce que j'essaye de calmer un peu le jeu. Là, pour l'instant. On ne se presse pas trop. Ça montre une intuition quand même de certaines choses. Ce monde parallèle de la nuit, c'est arrivé la nuit, le monde parallèle de la nuit, vous l'avez découvert là. J'ai commencé mon enquête d'abord en suivant des journalistes qui me passionnaient, dont d'ailleurs, je ne dis pas ça parce que vous êtes à côté, mais vous savez que c'est vrai, dont Laurence. Je suis aussi le travail d'une journaliste remarquable du Guardian qui s'appelle Carol Cadwallader, qui est une journaliste absolument exemplaire, qui fait partie intégrante des de ces Robins des Bois des temps modernes et qui a inspiré d'ailleurs un des personnages de mon roman, la journaliste qui interviewe Neuf. Et puis je suis passionné d'actualité parce que l'actualité, c'est les battements de cœur du monde. Et puis parce qu'en suivant l'actualité, comment vous dire, au lieu de prétendre à donner des réponses, qu'on fait beaucoup aujourd'hui, suivre l'actualité, s'intéresser à toute l'actualité, c'est surtout avoir envie de partager des questions et des questionnements et de se questionner soi-même. Il y a eu toutes ces thèses sur les fameux hackers russes. Pour vous, franchement, d'abord, est-ce qu'ils peuvent réellement, comme certains le disent, agir maintenant contre Biden comme ils l'ont fait contre Hillary Clinton? Ah oui, je crois que tout est possible. Je crois que non seulement des hackers russes, mais aussi d'autres puissances étrangères. Ouais. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête. On est dans un monde où le hacking, ça fait partie aussi maintenant de la vie politique, de la vie d'une élection. Donc il faut tous être très vigilants par rapport à ça. Il faut faire attention à ce qu'on entend par le mot hacking, parce que il y a le hacker qui s'introduit pour piquer votre numéro de carte de crédit. Le problème de la manipulation des élections, c'est pas un phénomène de hacking. Le phénomène du hacking dans les élections de 2016 était très particulier parce qu'il s'était introduit dans les serveurs du Parti démocrate pour confisquer des mails. Le problème, c'est la façon dont aujourd'hui les réseaux sociaux réussissent à faire du micro-ciblage chez les gens et à leur adresser une information extrêmement polarisée pour les influencer. Est-ce qu'il y a, pour conclure, très rapidement, quand on voit ce débat, on se dit que ça a été tombé si bas, une forme de déclin. On l'a tellement souvent prophétisé, un déclin de l'Empire américain. Il faut faire attention parce que si il y avait eu des caméras en 1929 avec des gens qui se suicidaient au moment de la récession, franchement, on est dans le règne de l'information continue, on le sait tous. Je crois qu'il faut être modéré, regarder, analyser, rester factuel et rester serein. Est-ce qu'il y a un déclin de l'Empire américain? En tout cas, c'est une démocratie en ce moment qui, comme toujours, nous dit des choses sur des mouvements de société qui se produisent, qui peuvent arriver aussi ici lors de prochaines élections présidentielles. Bref, petit mot. Le rêve américain, c'est vrai ce que dit Laurence, il a souvent tendance à tourner au cauchemar. Mais il y a des périodes longues. Moi, ce que nous a dit notre ami sur la démocratie, je ne suis pas du tout d'accord. Parce que la démocratie, c'est le débat est souvent très vif. Il a été dans l'histoire aux États-Unis. En France, franchement, Macron, Marine Le Pen, c'était pas mal non plus. Il faut arrêter ça, quoi. Et puis, ce qui s'est passé là, c'est que Biden, s'est bien défendu, s'est mis au niveau, et finalement... Bon. Mais le vrai sujet... Le vrai sujet... C'est pas l'effondrement économique américain, mais c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire, ce modèle qui était au-dessus, cet empire aujourd'hui, il pèse plus grand-chose parce qu'il y a la Chine qui arrive derrière. Non, attendez. Merci. Vous avez le générique qui retentit, je suis obligé de vous dire. Allez, un dernier mot. Il ne faut jamais faire ça, c'est très mal, mais je le fais quand même. Allez, une petite prévision, un mot, Biden ou Trump, qui va gagner d'après vous? Moi, j'ai écrit Biden. Je pense que c'est Biden qui va gagner, mais en même temps, attends, parce que l'autre, on ne sait jamais ce qu'il peut faire dans un débat. Marc Lévy. Il n'a pas perdu du tout. Marc Lévy, si on s'y pose mouiller, c'est absurde. Il ne faut jamais faire la prévision, mais quand même, allez. Moi, je crains que le 6 novembre, on n'ait pas de résultat et que le coup d'État qui est entrepris par les Républicains. Ça, c'est un peu de la propagande, ça, je suis désolé. Merci. Et Laurence Haïm qui approuve visiblement. Non, moi, je dis une semaine en politique à l'époque de l'info continue, c'est une éternité. Merci beaucoup. Vos livres, C'est arrivé la nuit, Marc Lévy. Le dernier été avec vous. On y est en ce moment. On y est. Et puis il faut suivre bien sûr le compte Twitter de Laurence Haïm avec les fameuses informations LH. Merci beaucoup de nous avoir suivis, mesdames, messieurs. Et tout de suite, Julien Arnaud pour le Grand Soir. Merci, à demain.